Ouais. Oh, c'est pas vrai. Putain. Je suis Mathilde Denier, candidate à l'élection des conseillers des Français de l'étranger pour la circonscription de Vancouver et tête de liste avec la liste Union Ouest Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble de mes colistiers. J'ai eu la chance de réussir à constituer une liste avec des personnes qui vivent sur l'ensemble de notre circonscription qui est composée de 5 provinces et territoires. Cette diversité a pour objectif de mieux vous représenter auprès du consulat et de mieux répondre à vos problématiques locales. Je suis moi-même basée à Calgary et ensuite nous trouvons Pierre. Oui, et puis je vais présenter mes excuses à tout le monde. En tout cas, une bonne partie des gens qui nous ont rejoints. Je pense qu'il y a un petit souci de lien et toutes mes excuses parce que c'est moi qui n'ai pas partagé le bon lien pour accéder au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous sommes donc voilà, je vous remercie à tous d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre webinaire, le numéro 3 sur 5. Vous savez, nous sommes une liste pour être élus pour les conseillers au consulat de Vancouver. Nous sommes une liste Union Ouest Canada. Pourquoi Union? Parce qu'on a un représentant de chaque territoire ou province. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu la présentation de liste, vous avez vu qu'on est bien éparpillé. Notre rôle est de créer un network, de créer vraiment un réseau. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Différent de la formation, on va vraiment parler de la culture française et aussi de ce que c'est d'être français au Canada, de ce que c'est d'être français éloigné. On va avoir deux exemples. Moi, je viens de France et j'ai vécu au Canada. Ron, lui, va avoir l'exemple plus qui sont ceux de mes filles, c'est-à-dire elles sont françaises, mais elles sont nées au Canada. On est pareil. Alors je vais déjà laisser parler Pierre qui va faire des petites présentations. Alors Pierre, vas-y. Merci Baptiste. Je te laisse regarder aussi nos spectateurs qui essaient de nous rejoindre pendant ce temps-là. Merci en tout cas pour la présentation. Voilà, donc on est dans cette série de 5 webinaires pour présenter aussi les membres de notre liste, présenter à vous. Vous aurez l'occasion à la fin de ce webinaire de poser des questions via le chat à la fois sur Zoom, si vous êtes connecté sur Zoom, mais aussi sur YouTube. On reprendra vos questions et les intégrera à la conversation. On est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir comme invité le sénateur des Français établis hors de France, Olivier Calic, qui nous rejoint depuis Paris et avec qui on pourra échanger donc sur ce sujet qu'on a déterminé aujourd'hui de la culture française, son rayonnement dans le monde, aussi la question un peu de nos situations qui sont particulières dans une circonscription qui est si grande, la circonscription de Vancouver, où on peut se trouver très facilement isolé, loin de Vancouver. Olivier Cadic est originaire de Londres, c'est là qu'il habitait en tant que Français de l'étranger. Il a une activité professionnelle qui est très liée à la culture, puisqu'il travaille dans l'édition, et également membre du conseil d'administration de l'Institut français. L'Institut français étant un institut qui promeut le rayonnement de la France dans le monde et qui a des établissements dans différents pays et qui, dans notre circonscription, et on travaille en partenariat main dans la main avec des institutions culturelles telles que les Alliances françaises qu'on trouve à Vancouver, à Calgary et à Edmonton dans notre circonscription. Baptiste à Fort St. John est en charge du centre culturel de la ville de Fort St. John. Pour ceux qui ne situent pas, Fort St. John, c'est au nord de la Colombie-Britannique, proche de la frontière de l'Alberta. Et Ron, qui habite dans la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, qui est également sur notre liste, est musicien et producteur, est un réel Français de l'étranger, si tant est qu'on puisse l'être plus que les autres, parce qu'il a beaucoup voyagé, il a beaucoup habité à l'étranger, notamment à New York et en Colombie, et donc un regard aussi intéressant à nous apporter sur la culture française dans le monde, puisqu'il l'a vu, perçu depuis hors de nos frontières et dans des milieux qui n'étaient pas forcément français. Donc ça va être très intéressant. Ce que je propose pour commencer, c'est que Olivier, vous commenciez à nous présenter un peu, faire un tour d'horizon justement de la présence culturelle dans le monde et peut-être commencer par la francophonie, puisque c'est un point qui est assez particulier pour nous au Canada, c'est que nous sommes dans un pays bilingue et dans lequel, quand il s'agit de culture, on se retrouve très souvent à travailler main dans la main avec nos amis québécois qui ont cette approche de la culture en commun avec nous qui est un peu différente des anglophones. Et souvent, la mayonnaise prend bien avec justement nos amis francophones au Canada. Et donc, voilà, la francophonie, si tu veux commencer à nous donner un petit tour d'horizon de la francophonie dans le monde. Bon, alors, tout d'abord, merci Pierre pour cette invitation. Merci Mathilde
pour donc, être là pour organiser avec Baptiste donc, cette réunion. Et donc, Eron, donc, et tous mes voeux de réussite pour votre présentation et votre liste lors de ces élections. C'est très bien que des Français s'engagent pour aller au service de nos compatriotes à l'étranger. J'ai pu voir pendant 7 ans Pierre travailler, alors de Paris, puisque je le voyais venir à l'Assemblée des Français de l'étranger, et j'ai vu son engagement au service donc, des Français de sa circonscription. Et je tiens à le souligner, puisque comme je suis un sénateur, j'ai été élu par des grands électeurs, comme Pierre, les conseillers consulaires, pour que tout le monde comprenne bien un sénateur des Français de l'étranger, comment est-ce qu'il est élu? Eh bien voilà, vous allez élire des conseillers consulaires. Ces conseillers consulaires éliront à leur tour les sénateurs des Français de l'étranger, puisque pour les sénateurs des Français de l'étranger, notre circonscription, c'est le monde. Donc il n'y a pas, à la différence des députés, où la circonscription, c'est une zone. Comme votre député, c'est Roland Lescure, qui couvre le Canada et les États-Unis. Donc pour nous, c'est le monde entier. Et je reviendrai peut-être si des questions se posent un peu sur notre rôle. Alors, on en avait parlé un petit peu au départ, parce que avant d'attaquer ce que c'est un réseau, c'est quoi généralement la francophonie? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que cette langue c'était considérée comme la première langue du monde et comment ça s'est fait? Tout ceci a une petite histoire, parce que derrière francophonie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui va avec la francophonie. C'est la diversité culturelle et linguistique, on va y venir. C'est la paix, la démocratie, les droits de l'homme. Et c'est appuyer justement l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, c'est aussi développer la coopération économique. Donc, c'est tout ça, la francophonie. Et ça a une histoire. C'est une histoire qui a commencé au 8e siècle, quand l'Église a commencé à diffuser des glossaires romans, pour les clercs qui écrivaient mais ne parlaient plus le latin. Et en fait, la francophonie, on résume l'émergence de la langue française en 3 personnages. François Ier d'abord, avec son ordonnance de Villiers-Cotterêts, promulguée en 1539. Là, il impose le français pour les registres d'état civil et pour les actes juridiques. En fait, c'est François Ier qui concrétise l'unité administrative du royaume dans la langue du roi, puisque tout le monde ne parlait pas le français dans le royaume. Le deuxième personnage, c'est Richelieu, qui, près d'un siècle plus tard, il crée l'Académie française. Et son ambition, c'est rendre la langue française plus claire, en fixer l'usage, la rendre apte à exprimer les sciences et les techniques. Et c'est 60 ans plus tard que va naître le premier dictionnaire, en 1694. Là, 20 ans après, 1714, Louis XIV, c'est le traité de Rastatt. Qu'est-ce qu'il dit? Louis XIV consacre le français comme la langue diplomatique internationale faisant foi pour les traités. À l'époque, la France représentait un quart de la population européenne et l'élite étrangère, du coup, s'exprimait en français. Et en 1777, l'ambassadeur napolitain à Paris écrivait « Jadis, tout était romain, aujourd'hui, tout est français ». Et c'est en français que Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie correspondent avec Voltaire. Le 18 juin 1815, à Waterloo, lorsque Blücher retrouve Wellington, après avoir défait Napoléon, ils échangent en français. Au XIXe siècle, le français se diffuse dans la bourgeoisie libérale en formation en Europe. Et le français est la langue de la liberté et des réformes. Et cette bourgeoisie libérale génère la diffusion d'un enseignement secondaire classique, fondé sur les humanités, dont le français et les auteurs français font partie. Cette diffusion va jusqu'en Russie, en Amérique latine, dans les pays musulmans. Et il faudra 2 guerres mondiales au XXe siècle, puis la prééminence mondiale des États-Unis pour assurer le développement de l'anglais. Et après des siècles de suprématie mondiale, le français fait partie des langues majeures du globe. Elle est toujours la 2e langue apprise après l'anglais, la 2e langue d'information internationale toujours après l'anglais, la 3e langue des affaires, cette fois après l'anglais et le chinois, et la 4e langue par le nombre d'internautes. Donc vous voyez que aujourd'hui encore, la francophonie, le français, on estime à peu près à 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Et donc,
pour nous, ça reste quelque chose de fondamental et c'est ce qui nous permet justement de présenter notre culture avec toutes les valeurs qui vont avec, dont je vous ai parlé au début. Alors, pour dire comment ça s'articule un petit peu en termes de développement, euh, il y a évidemment l'enseignement français à l'étranger, avant d'arriver à l'enseignement du français. L'enseignement français à l'étranger, c'est un réseau d'à peu près 500 écoles, ce qu'on appelle le réseau AEFE, avec des écoles gérées par le ministère, par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui gère directement des écoles, à peu près 60 dans le monde. Il travaille, il gère aussi indirectement un peu plus d'une centaine d'écoles qu'on appelle des conventionnés, et ensuite un peu plus de 300 écoles qui sont des écoles partenaires, des écoles privées créées par soit des structures, des sociétés, soit par des associations de parents d'élèves qui gèrent donc cette école et qui développent des écoles françaises à l'étranger qui préparent les diplômes, le baccalauréat français. Mais à côté de ça, il y a donc un réseau culturel qui a en charge le développement de la francophonie, le développement de l'apprentissage du français langue étrangère, qui se fait au travers des instituts français ou des alliances françaises, généralement. Et donc c'est de ça dont on va un peu parler pour la question des instituts français. Alors, les instituts français, j'ai envie de dire, c'est toutes les structures que l'on voit à l'étranger qui représentent justement la dimension culturelle, ce qu'on appelle en bon français le soft power. Donc cette dimension-là, l'Institut français va avoir généralement dans ses établissements des cours de langue qui sont ouverts donc à ceux qui ont besoin d'apprendre le français, généralement pour des raisons économiques, parce que les gens ont besoin de parler français pour pouvoir travailler. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays. Dans les instituts français, on va voir aussi la médiathèque, généralement, qui est donc un espace où les gens vont pouvoir avoir un contact avec la culture en français. On va y trouver bien sûr des livres, on va y trouver des DVD, des films, éventuellement des jeux vidéo. Il y a la dimension cinéma. Généralement, il y a aussi souvent une salle de cinéma, puisque l'Institut français permet justement de présenter les films en langue française. Il y a toute une ingénierie éducative qui s'accompagne. Vous avez aussi toute la notion de théâtre. Voilà, donc je fais à peu près le tour comme ça de tout ce qu'on peut trouver dans un institut français. Pour finir, une fois que les gens sont familiers avec la langue française, parfois ils sont attirés pour aller faire leurs études supérieures en France. Donc là, il y a une structure qui s'appelle Campus France qui permet d'orienter les jeunes vers la structure d'enseignement supérieur qui correspond à la filière qu'ils recherchent en France. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. À côté de ça, il y a toute une organisation, parce que je commence avec la francophonie et je vais un peu finir là-dessus. Il y a toute une problématique nouvelle qui naît du fait qu'on a des générations de Français qui s'expatrient et des nouvelles générations qui naissent à l'étranger. Et j'ai pu observer qu'on a de plus en plus, rencontre de plus en plus de Français qui ne parlent pas français. Et moi, je vis au Royaume-Uni, Pierre a eu la gentillesse de le rappeler, on a à peu près 15% des Français du Royaume-Uni qui ne parlent pas français. Et si on va aux États-Unis, on est à peu près à 50%. C'est le cas aussi en Australie. Et très bizarre, dans un pays francophone comme le Sénégal, on a à peu près 50% des jeunes Français nés au Sénégal qui ne parlent pas français. En Amérique latine, c'est plus pire encore, on est à 2/3 des enfants français qui ne parlent pas français. Et si on va, j'étais en Algérie, on est à 80%, c'est exactement la même chose en Israël. Nouvelle génération de Français, 80% ne parlent pas français. Et ça, c'est un vrai enjeu pour moi, c'est mon défi pour
pour le futur, c'est celui que je veux partager, parce qu'en fait, bien souvent, les nouvelles générations sont dans leur environnement. Les enfants ne veulent pas être différents de leurs petits copains ou de leurs petites copines qui parlent que la langue du pays, donc ils ne voient pas, ils sont parfois résistants même à apprendre une langue différente de leurs amis. Et donc, on a développé depuis près de 20 ans une structure qui s'appelle FLAM, Français Langue Maternelle. Et ce sont des associations créées par des parents français qui veulent que leurs enfants parlent français dans un environnement qui n'est pas forcément, où c'est pas forcément facile de le trouver. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, par exemple au Royaume-Uni. Et donc, on avait en 2007-2008 une quinzaine de petites associations flammes comme ça dans le Royaume-Uni. Et en fait, simplement les mettant en réseau, en faisant en sorte que les parents qui étaient volontaires pour créer une association comme cela euh, n'aient pas à réinventer la roue à chaque fois, on a créé donc une organisation pour leur permettre, avec le concours de l'Institut français du Conseil culturel en charge de la coopération éducative, on leur a donné les outils pour démarrer facilement les associations et les mettre en réseau tous les 6 mois, les interconnecter tous ensemble pour qu'ils puissent échanger leur expérience et puis avoir des bonnes procédures pour apprendre le français aux enfants. Et par exemple, aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a plus de 50 associations maintenant qui, tous les samedis matins, apprennent le français aux enfants. Plus de 4000 enfants sur le territoire britannique qui, tous les samedis matins, apprennent du français. Et c'est un peu ça, c'est le challenge, c'est la francophonie. Pour qu'elle se développe, eh bien, il faut que les gens la parlent, il faut que les gens l'enseignent. Et donc, c'est là où est notre défi. Donc, on est vraiment engagé sur cette question-là, puisque pour nous, c'est un objectif important. Et il n'y a rien de plus difficile que de voir une maman qui culpabilise, comme ça m'est arrivé parfois, ou un papa d'ailleurs, qui culpabilise parce que leur enfant finalement refuse de parler leur langue. C'est terrible, c'est très difficile pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Et c'est pour ça qu'on met en place des outils pour les amener à faire en sorte qu'ils transmettent aussi leur langue. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment à quel point la francophonie avait, enfin, en tout cas, la langue française avait cette influence dans le monde. On le sait encore il y a encore ces traces à la fois dans la langue diplomatique, dans la langue du sport, c'est la langue officielle des Jeux Olympiques grâce à Pierre de Coubertin. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui en fait? C'est un peu ça qu'on essaie de voir, surtout dans un pays bilingue qui a eu une influence importante de la France. Qu'est-ce qu'il en reste de ce français? Si on parle de la francophonie, on entend souvent parler aussi de la francophonie qui est en pleine croissance mais elle est portée plus par une évolution démographique puissante qui porte cette francophonie. Le point que tu soulèves sur le fait que des Français ne parlent plus le français, ça c'est une chose dont on est témoin ici. Moi, je le vois au consulat parfois lors des élections, des personnes qui demandent qu'on leur traduise les documents en anglais parce qu'ils ne maîtrisent plus notre langue. C'est aussi un peu notre rôle en tant qu'élu justement de ne pas perdre les citoyens français. C'est le sujet aussi aujourd'hui des Français éloignés, parce qu'un Français qui est éloigné, c'est un Français qui peut disparaître à terme, sans contact avec sa communauté, sans contact avec son administration. On touche vraiment des points clés de notre engagement ici, que rien n'est acquis et que la culture française, elle a certes rayonné, mais elle est dans un monde globalisé maintenant et qui doit faire face à ces nouveaux challenges. Pour justement donner cette réalité du terrain, Baptiste, tu pourrais peut-être nous présenter comment toi tu vois les choses quand il s'agit d'affaires culturelles à Fort St. John dans ton métier. Certes, la francophonie n'y a pas une grande place, mais c'est une réalité. Donc, si tu peux nous présenter en quelques mots comment ton quotidien se déroule et quels sont les enjeux auxquels tu as à faire face en termes de programmation culturelle et où est-ce que tu vois de la francophonie émerger ou pas, mais essentiellement, voilà, quelle est ton implication dans la culture à Fort St. John? Oui, alors, moi je suis directeur d'un centre culturel. C'est-à-dire qu'on a un théâtre, on va avoir plein d'événements culturels et mon rôle, ben, ça va être de faire tourner le théâtre et j'ai une personne qui s'occupe de faire venir des artistes. Et c'est là où francophonie,
elle en prend un goût. Alors, à Fort Saint-John, il y a pas beaucoup de francophones, un petit peu. Il y a une école d'immersion. Elle, bah, pour ceux qui ne savent pas, les écoles d'immersion, on apprend à des enfants qui ont des parents anglophones, et des enfants qui sont anglophones à parler français. Heu, il y a pas mal d'enseignants qui sont soit issus du Québec ou de la France, parce que le Canada, c'est pas que, ou, soit des gens qui viennent directement de France. Et ce que je remarque, c'est que dans les groupes qui tournent en Colombie-Britannique, qui viennent faire des spectacles, il y a pas mal de groupes qui viennent du Québec qui sont francophones. Et du coup, avant d'habiter à Fort St. John, j'habitais à Winnipeg. Il y a une très grosse communauté francophone. Et c'est pareil, la communauté francophone, je pense que c'est difficile au Canada quand on est francophone parce qu'on va tout de suite être mélangé à la communauté francophone. Ce qui est très bien, hein, c'est la communauté francophone. On va pas commencer à dire, bah non, ça c'est la communauté de Belgique. Il y a cette culture qui est même pas mal la même, et donc la communauté francophone, française, Québec, se mélanger complètement à la culture francophone Québec, hein. Vraiment, après, pour distinguer qui vient d'où, bah, ça va être dans la façon de parler ou dans l'accent qui va être mis. Je connais pas la situation à Québec, je sais qu'elle est peut-être pas forcément toujours évidente, il y a peut-être plus un vous les Français et nous les Québécois. J'ai entendu parler de ça, à Montréal avec les et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout anodin de parler anglais avec un Français. Soit, à Winnipeg, c'est compliqué, mais là, ici, à Fort St. John, on est dans un milieu francophone et on parle facilement. Quand on est français, la première fois, que je suis arrivé au Canada, donc moi, je ne savais à peine parler anglais. J'étais dans un milieu anglophone et je tiens à raconter ça pour faire voir. Donc, j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide avec un nom. Alors, mauvais, et la personne me dit: «Ah bah, tu vis au Québec, toi?» Alors je dis: «Non, non, non, je viens de Paris». Et à Paris, vous auriez vu l'éclat, la s le sourire, la chaleur: «Ah Paris!» Alors après, elle m'a emmené, cette personne m'a emmené faire ce que j'avais à faire, et depuis je l'ai continué ça, pas mal de fois, à dire: «Non, non, je viens de Paris, je viens de». À chaque fois, donc il y a ce rayonnement, c'est beau de voir ça quand on est français, qu'on vient de France, c'est que, et il y a ce rayonnement. Et on entend Paris, alors il y a forcément tout le glamour qui va avec, alors c'est toujours bien. Bon, après, je parle pas à n'importe qui là, hein, on est entre nous, si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous, mais c'est très bien que du coup, on parle de Paris, qu'on arrive à l'aéroport, qu'on va dans le métro pour aller où on est. Moi, j'allais beaucoup moins glamour, mais bon, c'est pas grave, on n'en parle pas ça. Là, on parle Non, non. juste, non, non, on n'en parle pas. C'est juste le Paris glamour. Et donc ça, c'était quelque chose d'important. Maintenant, au Canada, c'est vrai que les choses sont plus compliquées où la francophonie, enfin, l'aspect France va être dans d'autres choses. Va falloir plus le mettre en avant dans, bah, ce qu'on fait, où est-ce qu'on a fait notre étude ou notre projet. Et pour les artistes, anglophones, bah, c'est pas non plus complètement délirant qu'ils aient fait une école d'immersion, puis qu'ils aient fait un tour de chant en France, en Belgique et puis en Suisse, et puis après ils ont fait l'Europe, donc il y a aussi cette connexion et pour eux, c'est aussi pas mal. Et du coup, moi, mes enfants, comme on parlait tout à l'heure, mes enfants ils parlent français, mais avec un petit accent. Et là, je vais passer la parole à Ron, parce que Ron, expliquer ce que c'est que d'être français, né, entouré d'anglophones, et de se battre contre cet accent. Et justement, c'est une bonne transition, effectivement, parce que Ron nous parle du rayonnement de la France à l'étranger, justement, ce prestige d'être parisien. Donc, Ron, quelles sont les belles aventures qui te sont arrivées quand tu as pu dire que tu étais citoyen français? Ben, je dois admettre, c'était une introduction assez intéressante de me retrouver là. Comme vous pouvez constater, mon français, c'est un français
qui ne vient pas de Paris, même que ma mère vient directement de Paris. Néanmoins, je suis le produit de ce que j'appellerais un multiproduction. J'étais né en fait en Israël, un père israélien et ma mère française. J'ai vécu, bien sûr, au Canada. J'ai aussi vécu, j'ai passé beaucoup de temps à Paris au 17e, comme ma famille a un endroit là-bas, ainsi qu'à New York, bien sûr, où intéressamment, j'ai trouvé que j'entendais plus de français sur les rues que presque l'anglais, tous les jours, surtout à Manhattan. Ça montre que c'est clair que c'est pas juste la langue est importante, mais la physicalisation des gens, la réalité des gens qui parlent français existe là-bas. Ici à Victoria, les choses sont un petit peu différentes. Il y a une communauté française à travers laquelle maintenant je commence à m'introduire plus. Ça fait à peu près 1 an que je suis de retour ici à Victoria. Avant, j'ai passé presque 20 ans à New York, ainsi que partout au monde, New Zealand, en Colombie, et partout. Première chose, c'était très intéressant que vous avez mentionné l'Alliance française, parce qu'ils sont d'abord partout, et c'était quelque chose de très bien. Je me souvenais les premières fois que je suis allé à Bogota, qu'à 5 minutes de mon hôtel où je restais, en fait, il y avait une Alliance française. Et ça m'a surpris, et j'ai pris des photos immédiatement. Et je les ai envoyées à ma mère, qui était à un certain moment le président de l'Alliance française ici à Victoria. Il y a aussi, j'ai constaté aussi à Bogota intéressamment qu'il y avait pas juste des écoles françaises, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient aussi, il y avait des écoles allemandes, il y avait des écoles qui étaient établies de partout. Alors l'idée de promouvoir une culture, c'est nettement quelque chose de très important, et je dirais intéressamment un petit peu plus important pour des pays européens que je dirais pour les autres pays, et surtout les pays nord-américains, parce que juste dans tous mes voyages, dans tous les pays au monde, je n'ai pas encore vu une alliance américaine qui était établie de la même façon à faire et à promouvoir ça, étant donné parce que la langue, comme vous l'avez dit, Olivier, est au premier rang. C'est la langue, c'est le default langue pour tout le monde, dans un sens internationalement. Mon métier, c'est la musique, en tant que producteur de musique, multi-instrumentaliste, mais aussi récemment, on dit les dernières 5 années dernières, surtout dans la technologie. Je suis le CEO de 2 compagnies de son et musique immersif que maintenant éclate un petit peu sur le monde et qui arrive à être plus comme le normal que ça l'était il y a même juste il y a 5 ans. Avec ces rôles multiples, je me retrouve auprès des gens partout au monde qui discutent, bien sûr, dans soit leur langue maternelle, soit l'anglais. Mais je découvre que, intéressant pour moi, de moins en moins de gens avec lesquels je me mets en contact me parlent en français, même qu'ils ont un membre de leur famille qui est français. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi, souvent, parce que je travaille avec des artistes français, j'ai travaillé avec David Guetta, j'ai travaillé avec Scheim, c'est des gens très connus. Intéressamment, la plupart des travaux étaient faits en France, n'étaient pas faits à l'étranger. Et souvent, les artistes qui voyagent ou qui se trouvent en Amérique du Nord, ou se trouvent en Colombie ou à New Zealand, où j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, s'intéressent dans un sens moins à promouvoir leurs racines françaises et plus à s'intégrer dans les cultures et les régions établies là-bas.
Et c'est très intéressant parce que j'essaie, bien sûr, pour moi, comme producteur, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de détruire les murs immédiatement avec les artistes pour qu'ils puissent vraiment offrir leur meilleur dans les circonstances que je me trouve. Et c'est très intéressant pour moi de voir qu'il y a un petit peu de euh, reticence à vraiment s'ouvrir. Et c'est moi qui leur dis souvent, n'ayez pas peur, utilisez ces racines et ces façons de penser français parce que ça amène quelque chose, ça offre une piste différente. Il y avait une autre chose que je voulais juste parler pendant 2 secondes parce qu'on avait parlé de ça sur la liste hier. Et c'est que parmi tous mes travaux dans tous les coins du monde, je retrouvais un genre d'esprit intéressant qui différencie les Français des autres. Et ça s'affaire un petit peu avec la façon que la culture existe en France, qu'on essaie de le promouvoir, ou que les Français surtout essaient de le promouvoir au monde, et qui ne trouvent pas nécessairement les résultats qu'ils cherchent. Et je dirais ça certainement au premier aux États-Unis. Et la raison, c'est assez simple. Et c'est peut-être une façon à l'opposé de penser sur certaines choses. Mais la France, c'est un pays qui adore sa culture. Adore, 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 adore sa culture. C'est dans un sens un petit peu comme les Israéliens, qui sont partout, ils sont très fiers de leur pays. Et de ça, je comprends très bien, étant donné que j'ai toujours de la famille qui vit là-bas, j'y vais assez souvent. Alors, ils adorent la culture. Il me semble que dans la structure culturelle française, les gens, les Français, soit à l'étranger, soit en France, s'attendent à que leur gouvernement paye les réalités de ce que c'est d'avoir une culture française, soit en France, soit ailleurs. Et ça ne fonctionne pas comme ça, au moins de mes expériences personnelles, dans tous les autres pays au monde. Et aux États-Unis surtout, les artistes, ils doivent lutter, ils doivent souffrir. Il y a très peu, on rigole parce que le NEA, le National Endowment for the Arts, son budget en total pour tous les métiers culturels, aux États-Unis, et un pays de 300 millions de personnes, est exactement le même numéro que le budget de l'Orchestre symphonique national autrichien. OK? Alors, vous regardez ça, et vous vous dites, mais c'est pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi c'est arrivé à... Pourquoi les choses se passent comme ça? C'est parce qu'aux États-Unis, il y a des pensées, surtout beaucoup plus business, qui s'intègrent directement dans le processus de la création et de la culture. Pour bien ou pour mal. Ça, c'est une autre discussion complète. Mais je vous partage que de mes expériences, les gens qui réussissent aux États-Unis, aussi, définition du mot réussite, c'est quelque chose de compliqué vraiment à définir, mais les gens qui réussissent, dans un sens, ils font des partenariats spécifiquement non gouvernementaux. Et c'est intéressant pour moi de voir que beaucoup des artistes français s'attendent, même sans vraiment penser que c'est le gouvernement qui va promouvoir, dans un sens, leur réalité. Et pour moi, c'est un peu surprenant. OK, c'est vrai qu'il y avait sur le billet de 50 francs, il y avait Saint-Exupéry. C'est fantastique. Ça n'existait pas ailleurs au monde. Ça montre dans un sens que le gouvernement montre une valeur à l'art. Avec ça, je suis très fier. C'est pour ça que je suis ici à offrir mon temps et à participer sur la liste. Je trouve ça très bien. Mais je crois qu'il y a un petit problème
en ce qui concerne la mentalité et cette idée que quelqu'un d'autre, et c'est peut-être l'histoire de la musique, c'est peut-être la façon que les gens pensent à ça, mais que la façon que les Français, au moins ceux avec qui j'ai travaillé et dans mon milieu, s'attendent à certaines choses qui ne fonctionnent vraiment pas outre-France comme ça. Et ça revient Voilà. aussi du fait, ça vient du fait aussi que justement en France, et la culture française est quand même pas mal basée sur la culture, la musique, les arts. Même si c'est déjà très compliqué d'être artiste en France, pas sortis du territoire, ben, ils se rendent compte que c'est encore plus compliqué ailleurs, quoi. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est ça. Ouais, non, je retiens 3 points importants là, merci Ron pour ton intervention. La première chose, je vois dans les commentaires que l'image de la France ne vaut plus trop auprès des jeunes. On réalise aussi notre patrimoine et notre rayonnement français quand on va à l'étranger, tout simplement. Parce que quand tu disais, Baptiste, que quand tu viens de France, ça te donne une image et une aura, tout ce qu'on peut voir quand on reste en France, qui peut paraître un peu ringard et un peu passé, on se rend compte, c'est juste quand on va à l'étranger, à quel point la France a encore cette image à l'étranger. Et on a peut-être tendance aussi à perdre un peu notre langue parce qu'on a ce réflexe très français d'immigrants, à savoir que quand on va à Rome, on agit comme, on se comporte comme les Romains. C'est une petite anecdote que je vous partage. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de masquer le plus possible mon accent français en anglais et une Canadienne m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu es français, tu n'as pas besoin de masquer ton accent, c'est ton identité. Donc, il y a tout le problème de l'identité là-dedans. L'exception culturelle française, en fait, c'est ça que tu résumes, Ron, à travers ton expérience. Olivier, est-ce que on est le seul pays au monde à avoir un tel réseau d'influence culturelle? On disait qu'il n'y avait pas d'institut américain dans le monde. Est-ce qu'on est le seul à mettre autant de moyens pour aider à ce rayonnement de la culture internationalement? Et la question aussi que je vois sous-jacente et que Ron soulève, c'est la question d'un peu d'une libération publique-privée. Est-ce qu'on est capable d'exporter notre modèle d'exception culturelle française très soutenu par le public, par l'État, à l'étranger, dans des contextes où les réflexes ne sont pas les mêmes, notamment dans les pays anglophones, où la culture a une relation beaucoup plus décomplexée avec le business et avec l'argent? Alors, bon, très honnêtement, j'ai été nommé au conseil d'administration de l'Institut français il y a 2-3 mois et je n'ai pas travaillé encore la question de la concurrence de l'Institut français, de son réseau et de son fonctionnement, à la différence du British Institute, par exemple, pour tout ce qui vient du Royaume-Uni autour de la langue anglaise, l'Institut Goethe pour tout ce qui est allemand, l'Institut Cervantes pour tout ce qui est espagnol. On voit se développer fortement le réseau chinois, donc, qui cherche, en même temps qu'ils cherchent à promouvoir la langue chinoise, évidemment, ils cherchent à faire passer leur système. Ce sont les instituts Confucius. Donc, en termes de valeur, d'investissement, c'est difficile pour moi de dire là aujourd'hui, là comme ça, brûle pour point, les équivalences en termes d'investissement. Ce que je sais, c'est que les 832 alliances françaises, les 98 instituts français sont des structures qui doivent fonctionner normalement sur leur propre budget, leurs propres ressources, pardon, et que les instituts français, qui sont quand même gérés par le ministère, ont un vrai problème parce qu'ils ne peuvent rien faire qui ne soit pas validé par Paris. Et on leur demande pratiquement d'être autonome au niveau ressources, c'est-à-dire de vendre des prestations de services pour pouvoir fonctionner. Alors, dans le domaine des cours de langue, ça va, mais quand il faut gagner de l'argent avec une médiathèque, c'est un autre problème. C'est bien plus compliqué. Et donc, c'est toute la difficulté qu'ont aujourd'hui un petit peu nos structures. J'en ai visité beaucoup d'alliances françaises et d'instituts français. À chaque fois, donc, il y a, pour les alliances françaises, c'est un conseil d'administration. Ce sont des gens passionnés de culture française qui donnent leur temps.
parfois qui mettent de l'argent d'ailleurs en tant que mécènes pour faire fonctionner l'Alliance française. On a parlé tout à l'heure de Bogota. C'est clair que je l'ai visité, par exemple. C'est un lieu vraiment historique parce qu'il y a aussi dans l'Alliance française de Bogota, il y avait des tas de photos qui racontaient l'histoire avec les FARC, les assassinats, les enlèvements et tout ça, donc qui montraient cette histoire très très lourde et difficile. Mais c'est un endroit de liberté d'expression, quelque chose qui n'aurait pas pu faire ailleurs dans le pays. C'est des alliances françaises et l'Institut français, c'est souvent aussi des espaces de liberté, d'expression. Et ça, c'est important donc de le faire passer parce que quand on voit par exemple que l'Institut Confucius devient vraiment un outil de la propagande chinoise pour venir réécrire l'histoire, présenter l'histoire d'une façon très différente, la problématique des droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans les instituts. Donc on voit bien, ce sont des vecteurs d'influence. Donc c'est assez difficile pour moi de savoir par exemple combien la Chine met là-dessus, mais on voit que effectivement ils sont en train de pas mal chercher à mettre de l'argent là pour essayer je dirais, d'attirer à eux certaines populations. Donc ensuite, donc ça c'est pour répondre un peu pour le coût. Je crois que la tendance, c'est un petit peu ce que regrettent certains, qui pensaient que la culture devait uniquement fonctionner grâce à des subventions. On ne peut pas suivre dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut réussir à rendre ça, effectivement, avoir un cercle vertueux. C'est-à-dire que c'est d'attirer à soi des gens qui sont prêts à payer pour cette culture. Et donc, ça, c'est aussi notre rôle de professionnaliser ça. Je pense que je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour bien comprendre quand même. Je suis moi au conseil d'administration de l'Institut français, qui est une structure à Paris qui n'a rien à voir avec les 98 instituts français dans le monde. Cette structure, Institut français, elle travaille plus sur la programmation, avec pour ce qui est le cinéma, pour ce qui est les artistes qui vont être envoyés à l'étranger, les programmations que l'on va retrouver dans les différents instituts français ou les alliances françaises. C'est un prestataire de service au service des 98 instituts français et des 832 alliances françaises dans le monde. Voilà, c'est pour expliquer, c'est un peu une sorte de structure, je dirais, programmatique pour l'ensemble du réseau. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Non, c'est vrai que ça permet aussi de reclarifier les choses sur qui fait quoi. On a parlé d'organismes tels que les Alliances françaises à Bogota. On en a aussi chez nous au Canada, dans notre circonscription à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. Pour beaucoup de Français, il y a une petite confusion aussi quand on va à l'étranger. On voit Alliance française, on pense que c'est une association dans laquelle on va pouvoir retrouver des Français et avoir un service auprès des citoyens français. Non, c'est une vitrine de la culture française. À Vancouver, c'est la deuxième plus grande alliance française en Amérique du Nord après celle de New York. On a vraiment des classes de Français qui sont pleines à craquer, tel point que l'Alliance française de Vancouver ici a ouvert le dimanche depuis quelques années, et dans un grand projet de redéveloppement de ses bâtiments pour les prochaines années, et fait des levées de fonds en ce sens pour que cet établissement ici à Vancouver, qui est historique, qui est là depuis les années 50, puisse continuer sa croissance et son développement. On a donc une alliance française aussi à Calgary et à Edmonton. Donc ça, c'est des relais de cette programmation, notamment initiée entre autres par l'Institut français. Si j'ai bien compris. Et à Victoria aussi, pardon. Merci, Ron. Et je n'ai pas parlé d'un acteur qui est aussi important, mais que l'on trouve connecté aux ambassades, mais on les trouve souvent dans les instituts français, c'est les 131 services de coopération éducative. Donc où là, on a des fonctionnaires qui sont en charge de la coopération éducative avec les ministères de l'éducation locaux pour justement développer le français dans l'enseignement du français dans les structures éducatives locales. Ça, c'est un gros... Et la programmation culturelle aussi, c'est un très bon point. J'avais noté ça aussi, la diplomatie culturelle. On a donc un bureau à Ottawa, à l'ambassade de France, avec une direction.
avec un conseiller aux affaires culturelles auprès de l'ambassadrice. Et dans les consulats, on a des conseillers culturels qui viennent aussi mettre en place cette programmation dans la zone, donc dans notre zone circonscription de Vancouver, avec des partenariats, avec des festivals locaux. Je pense au Pulse Festival, qui était un festival de théâtre à Vancouver, où la France était en partenariat pour amener des troupes d'artistes de Paris. Donc c'est souvent main dans la main que ça se fait avec des structures existantes. La diplomatie culturelle française n'a pas un budget qui lui permet d'organiser des festivals ou des événements 100% français partout dans le monde, mais cherche justement à créer ce dialogue et cette coopération. On est dans une ville qui est, pour parler de Vancouver, qui est très multiculturelle. On a des gens qui viennent du monde entier. Je sais que pour les services culturels du consulat, ce n'est pas évident. Ce serait bien de vivre encore autant du début du siècle où le français avait encore toute cette aura. Mais là, on est vraiment dans une concurrence avec des pays du monde entier quand on est à Vancouver, notamment avec la forte influence de la culture asiatique, de tous les pays asiatiques. Et c'est très difficile, on est vraiment dans un challenge ici à Vancouver de faire sa place et de faire rayonner la France à son juste titre, en fait. Et on est vraiment face à ce marché mondial de la culture quand on est dans des villes multiculturelles comme ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu voir dans d'autres pays dans le monde ou quelles seraient les stratégies, selon toi, à mener dans un cadre totalement globalisé comme ça? Sur la francophonie? Parce que, sur la promotion de la culture française et la francophonie, ouais. ouais, parce que la promotion de la culture française, ça, effectivement, ça dépend de nous. Mais je pense que l'avenir dans la promotion de la francophonie, c'est justement qu'on ne soit pas tout seul. Et moi, j'ai toujours été impressionné quand, justement, par la façon de défendre la langue française et de la promouvoir depuis le Québec, au Canada. Je crois enfin, moi, j'ai toujours été fasciné. Alors là, tu parlais d'accent tout à l'heure. J'entends Ron qui a grandi dans le 17e arrondissement de Paris comme moi, donc d'après ce que je comprends, bon, on n'a effectivement pas tout à fait le même accent. Le CM2 et le bled viennent, oui, plus d'Aix-en-Provence, mais essentiellement, oui, 17e, exactement. Et donc, bah oui, moi, c'est Porte Clichy, place Clichy, moi. Donc, 17e arrondissement. Et donc, je pense que, enfin, moi, l'observation que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a 300 millions de locuteurs français, il y a 65 millions à peu près de Français. Donc, ça veut dire que nous représentons à peu près que 20% des locuteurs français en ce qui concerne les Français. Et il y a un vrai j'allais dire, effectivement, un vrai défi à relever pour pouvoir maintenir cette position du français. Parce que, comme je l'ai dit, au-delà de la langue, c'est beaucoup de choses qui sont emmenées avec le français, dont les droits de l'homme. Et c'est pas rien. C'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être attaqué aussi, les droits de l'homme. Et parce qu'il y a aujourd'hui, il y a une tendance qui est de la Chine de dire que les droits humains doivent passer après le développement. Donc, et on voit bien la tendance qui est en train de gagner en ce moment, qui est en train de croître. Et c'est pour ça que au-delà de la francophonie, c'est pour ça que pour moi le Canada est un pays fondamental pour nous, pour le futur, stratégique, parce que c'est non seulement un pays qui défend cette langue française, mais qui aujourd'hui est un pays leader dans le domaine de la défense des droits de l'homme et de la promotion des droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que travailler quand on dit à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est économie. C'est pour ça que le CETA est important. Pour moi, c'est un programme sur lequel je suis attentivement, parce qu'en ce moment, en France, dès qu'on parle de traité de libre-échange, on commence à rencontrer de plus en plus de difficultés.
Mais c'est ça, c'est cette possibilité aussi de communiquer, de commercer, et tout ça est connecté en fait. Donc voilà, donc on est dans un environnement, on ne pourra pas, le monde est ce qu'il est. Dans ce, pour moi, pour la francophonie, on ne va pas y arriver tout seul. Il faut que ça devienne vraiment que les gens s'approprient la langue. Quand je vais au Sénégal, pays francophone, dont la langue officielle est le français, et que j'entends les parlementaires parler en Wolof, et que j'entends les gens dans la rue parler Wolof, et que je vois un jeune Français de 18 ans venir à 18 ans chercher son passeport français, ne parlant que Wolof, et prendre son billet d'avion pour aller à Paris, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire comme travail s'il ne sait parler que Wolof? Donc il faut que, dans les pays comme le Sénégal, dans les pays en Afrique, j'étais au Sahel encore récemment, au début de l'année, et en fin d'année dernière, et je me suis rendu compte que ces pays francophones, quand on écoute dans la rue, ils ne parlent pas français. Les élites parlent français, mais les gens de la rue ne parlent pas français. Donc il faut revenir à cette question. Et le français, simplement, le fait de parler français dans certains pays, puisque je parlais du Sahel, euh, on ferme des écoles, les écoles sont fermées à cause des terroristes islamistes, et on tue les enfants qui apprennent le français. C'est ça la réalité d'aujourd'hui aussi. Pour certains, parler français, c'est aussi, c'est aussi cette culture, et il y en a certains qui veulent éradiquer cette culture. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le Sahel, c'est atterrant. Mais c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça va être ça va être un combat, parce qu'au-delà de la langue, c'est aussi toutes ces Mmh. valeurs. On n'y arrivera pas tout seul. Et donc, la On n'y semaine, arrivera pas tout. Ouais. juste Juste, pour on dire n'y qu'il arrivera nous pas tout. reste 10 Vas-y, minutes, vas-y. si vous avez des Ouais. questions, posez-les dans le Q&A qui est dans le webinaire, ou si vous êtes sur YouTube, simplement, ah non, c'est d'autres. Accédez là à la fenêtre de chat qui est ici sur le côté. Et vas-y Pierre, maintenant, je te laisser parler. Oui, merci d'avoir rappelé ces points importants. C'est vrai que vous pouvez évidemment participer à cette conversation. Merci Baptiste. Tu dis travailler main dans la main, Olivier. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a que tu as là aujourd'hui comme feedback du terrain de la part de Baptiste, qui te dit que pour lui la francophonie dans son métier, dans son quotidien, c'est quelque chose qui est complètement euh, c'est des traces. Il n'y a presque pas de présence francophone à Fort Saint-John. Donc dans un pays qui est bilingue, de voir qu'on a ces territoires un petit peu abandonnés de la francophonie, pour reprendre une expression à la mode en France. Ça me fait penser que travailler les mains dans la main, c'est travailler les mains dans la main avec nos amis québécois et nos amis francophones à travers le pays, mais pas dans le sens d'une double diplomatie française qui est vraiment très difficile à lire quand on vit à l'ouest du Canada. On voit vraiment qu'il y a une double diplomatie. Alors c'est complexe, hein, l'histoire du Canada et de la France, je sais bien, mais d'avoir des rapports particuliers de la France avec la province du Québec et d'autre part avec le Canada euh, ne permet pas d'avoir une action positive de la francophonie dans le reste du Canada. Clive le débat sur la francophonie au sein des milieux anglophones avec la question du Québec et du séparatisme du Québec qui ne nous concerne pas. On n'a pas à intervenir sur ces questions-là en tant que Français. Par contre, on a à intervenir sur ce qu'on a en commun, c'est cette culture française. Tu parlais des valeurs, exactement, qu'on a aussi en commun avec les Québécois. Et ça, moi, c'est mon grand souhait, c'est qu'à l'avenir, la diplomatie française envers le Canada soit prenne en compte l'entièreté du pays et pas juste d'un côté le Québec et de l'autre côté le reste du pays. Parce que là, pour le coup, ça va à l'encontre de ce que tu disais où il faut qu'on travaille main dans la main, on n'avancera que ensemble. Là, on fait du séparatisme de nous-mêmes et c'est pas à nous de faire ça. Voilà. Donc ça, c'était un Et on point de vue revient aussi sur le problème de d'un habitant du l'éducation. Roc. On revient aussi sur le problème de l'éducation française. On a, on a fait la semaine dernière, mais qui est un sujet qui revient dans accéder à l'éducation d'un français, bon, j'ai envie de le dire, hein, d'un français correct, parce que là, par exemple, encore un exemple, il y a une école ici, la professeure de français est partie pour des
personnel, ça arrive. Il faut terminer l'année, ben, tu viens de France, tu quasiment au top de la liste pour pouvoir faire le cours parce que pas le choix. Donc, on repart sur un système d'éducation et de savoir comment on fait. Donc, on invite à aller voir notre playlist YouTube, voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce webinaire où on a eu différentes idées de quoi faire. Il y avait le réseau Flamme, il y avait le réseau de créer des écoles et de faire ce genre de choses. Est-ce que, est-ce que dans une société qui devient de plus en plus anglaise, est-ce, sachant que les Français de France ont un mauvais niveau d'anglais et c'est même, je l'ai même vu dans des milieux anglophones où on avait pas mal des Français ou des présidents français par exemple qui n'arrivaient pas à enchaîner trois mots. Est-ce qu'on est en danger ou est-ce qu'on peut cohabiter malgré cette... ma question est pour Olivier, est-ce qu'on est en danger de descente? C'était plus ou moins ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut cohabiter et redonner cette langue de diplomatie et envie de l'apprendre et de la développer? Je pense que c'est notre rôle collectif et, et ça commence pour beaucoup justement de Français d'arrêter de parler en anglais dans une Union européenne où j'ai envie de dire il y a plus de pays qui officiellement ont l'anglais pour langue officielle. Donc c'est d'imposer sa langue, au moins de la défendre en parlant sa langue quand on est dans les organisations publiques. Ça, c'est une première chose. Emmanuel Macron, j'étais invité quand il a fait son voyage officiel au Danemark. Et j'avais été très marqué parce qu'il avait fait une rencontre avec les jeunes Danois. Et il y a un jeune Danois qui lui a dit, qui lui posait comme question, quelle est la langue de l'Europe? Et il lui a fait cette très belle réponse, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et, et j'ai trouvé ça, bon, je sais que c'est pas de lui, hein, c'est un auteur, mais j'ai trouvé très bien, très juste que le président de la République utilise cette parade. C'est aussi respecter la culture de l'autre que de le laisser parler dans sa langue et puis de l'écouter, de traduire. Donc, je pense que c'est une approche très, très intéressante, en tout cas pour l'Europe, dont il faut se souvenir. Et pour nous, la francophonie, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un ensemble, la langue. Ouais. C'est avec la culture, avec tout ce que ça comporte. Et donc, euh, Pierre, tu as complètement raison de dire il ne faut pas faire une double diplomatie. Les problématiques qui peuvent être utilisées autour de la langue politique, on ne doit pas rentrer là-dedans. Ce qui nous importe, c'est effectivement ce côté langue que l'on doit voilà, véhiculer. Mais ça commence par nous, ça commence par l'enseigner à ses enfants. Si jamais son enfant, on voit que voilà, il n'a pas envie, on va essayer de trouver un dérivatif, un moyen pour qu'il parle français. Dans ce cas-là, éventuellement l'envoyer dans un camp de vacances en France où il sera entouré que de petits Français ou de petits comment dire, Français, oui, même qui n'ont pas le français comme première langue, qui voient qu'il n'est pas différent des autres. Les enfants aiment bien être comme leur environnement. Ils ne veulent pas être différents. Et j'ai vu un restaurateur à Londres, mais qui était une personnalité d'une force. Il n'y a personne dans son restaurant qui n'allait pas suivre ses ordres, il était derrière. Et il me dit, j'ai 3 fils, et il y en a un, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à lui faire apprendre le français. Mais donc c'était un vrai problème pour lui, donc on le sentait. Mais voilà, ça dépend, ça commence par nous, donner envie de parler notre langue, garder notre accent en anglais, c'est une excellente idée. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Parce qu'effectivement, souvent, on me dit, j'aime bien quand vous parlez avec l'accent français. Mais ma fille, qui a été élevée en Angleterre, qui, elle, a bien fait comprendre qu'elle parlait l'anglais sans accent. Au début, quand elle était petite, elle m'entendait parler anglais, elle se mettait sous la table.
Voilà, et donc, on sent cette pression. Voilà, c'est nous qui sommes comme ça. On se met cette pression sur les épaules d'essayer de faire disparaître ce que l'on est. Non, on ne fait pas disparaître. On peut parler la langue de l'autre tout en gardant effectivement, pourquoi pas, son accent. C'est pas moi la façon, l'accent qui vient du Canada, du français parlé par les Canadiens, mais c'est un accent qui nous fait tous craquer. C'est pas, on voit un Canadien qui vient parler en France, mais il a, je veux dire, il est reçu les bras ouverts de la même façon, comme à Paris, c'est pareil. C'est C'est pareil. c'est ça qui est magique. Et c'est ça c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important de garder ça. Et on a donc la Suisse romande, en Afrique, il y a des tas de gens qui portent le français. J'ai vu celle qui vient de gagner le prix Goncourt des lycéens, qui est camerounaise. J'étais au Cameroun là, en fin d'année dernière. Mais c'est fascinant ce qu'ils portent. Donc, je veux dire, c'est des artistes, c'est des écrivains, c'est fabuleux. Donc, je trouve génial que les lycéens aient choisi une Camerounaise. Et d'ailleurs, son livre est formidable, donc il y a une bonne raison pour qu'il l'ait choisi. Mais ça, c'est vraiment magique. Et pour moi, la francophonie, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Je vais passer à une question qu'on a eue dans notre question et réponse. Les sénateurs des Français de l'étranger habitent-ils en France ou à l'étranger? Comment seront choisis les futurs candidats au sénatorial? Sont-ils déjà des membres élus de l'AFE? Pour vous, Olivier. Alors, comment ben, pour devenir sénateur, c'est comme pour devenir conseiller des Français de l'étranger. On se présente à l'élection, on fait une liste. Et donc, pour pouvoir être élu, il y a au total 12 sénateurs des Français de l'étranger qui sont renouvelés par moitié. Donc, normalement, tous les 3 ans, 6, donc à chaque fois. Eh bien, généralement, les candidats font une liste, ceux qui veulent devenir sénateur. Et en ce qui me concerne, j'ai été élu en 2014. J'étais numéro 3 sur une liste d'union. C'était une liste de la droite et du centre. Moi, en ce qui me concerne, je suis centriste. Et donc, j'ai été élu comme ça. Il y a donc des listes politiques. Je me suis quand même rendu compte avec mon mandat que en fait, c'était très difficile de porter une étiquette politique à l'étranger. Je me suis un petit peu, enfin même très écarté de toute étiquette politique pour une raison bien simple. C'est que quand on est à l'étranger, c'est compliqué de venir importer la politique française. Je vous donne un exemple, j'étais en Malaisie, en Indonésie, et mon travail, c'était de mettre de l'huile de palme dans les rouages de la diplomatie, puisque en France, il y a une lutte totale contre l'huile de palme. Or, sans huile de palme, je ne vois pas comment ces pays-là vont se développer. En Afrique, l'huile de palme, c'est indispensable. Donc, c'est difficile. La politique française, moi je l'ai dit souvent aux représentants politiques, vous ne vous rendez pas compte, vous prenez des positions, on prend des positions dans l'hémicycle qui mettent en difficulté parfois nos compatriotes dans le pays où ils sont. Donc c'est, de mon point de vue, quelque chose avec laquelle j'ai pris un peu de distance. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, il y avait des gens qui pouvaient éventuellement porter des étiquettes différentes, mais quand on est élu, en réalité, on est là pour servir tout le monde et servir l'intérêt général. Et j'ai bien noté que certains ont une vision plutôt, je dirais, liée à un champ politique, à une clientèle particulière, et d'autres servent l'intérêt général sans se préoccuper d'où viennent les gens qui vous demandent leur concours. Et ces gens-là, ces élus-là, me plaisent beaucoup. Et parfois, ils peuvent venir d'étiquettes différentes. Et moi, je soutiens des gens, des hommes et des femmes et des hommes qui décident voilà, de servir les autres. C'est ma vision. Donc,
Les grands électeurs verront se présenter à eux des candidats, certains en s'affichant certainement sur des listes bien précises. Voilà. D'autres peut-être auront une approche différente, mais à ce moment-là, les grands électeurs je dirais, sont comme les autres dans l'isoloir et prennent leurs décisions. Alors, est-ce qu'ils veulent choisir l'étiquette parce qu'ils sont élus d'une étiquette, ou est-ce qu'ils veulent choisir des parlementaires qui correspondent peut-être à ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils peuvent faire, qui vont les aider dans leur action d'élu. Ça, voilà, c'est la magie de la démocratie et du scrutin secret. Eh ben, merci pour cette réponse. Donc, il va être temps de clôturer ce troisième webinaire sur 5. On va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même salle, même table. Un petit mot, merci beaucoup Olivier Calic de vous être rejoint à nous. C'était vraiment très agréable de parler un petit peu de ces problèmes. Merci d'avoir répondu à la question. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram et à consulter notre site web. Oh, il est très très beau et la 3e page va vous surprendre. Union Ouest Canada, vous allez nous trouver tout ça. Pierre, tu vas te démuter gentiment, tu vas nous dire au revoir. Ron, merci de ta participation. Mathilde, notre tête Merci de beaucoup liste. à tout le Et monde. je vais laisser le Ron, mot. merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Pierre qui va nous gentiment. Je peux juste te Oui, dire un mot? oui. Merci Baptiste, parce que sinon je n'aurais pas eu l'opportunité de vous remercier d'avoir organisé et animé cette rencontre. Vous souhaiter tous mes voeux de réussite dans cette campagne. Et donc, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ce moment d'échange, et puis aussi d'avoir fait passer 1 heure et demie très loin de Paris. Et d'ailleurs, je crois que vous allez être lundi prochain à Amsterdam, en Zoom à Amsterdam. Avec Hélène de Grise qui mène une liste en toute indépendance, aux Pays-Bas, qui a fait un travail d'élu aussi formidable, que j'ai pu accompagner sur un projet de création de collège avec des parents d'élèves qui avaient ce besoin. C'est ça, ce travail-là, c'est un travail collectif, l'élu sur le terrain, le parlementaire à Paris, ensemble pour servir une communauté selon leurs besoins. Voilà, on est là. Donc, merci vraiment à vous tous pour cette invitation. Bon courage Mathilde, et merci Pierre. Merci beaucoup. Pierre. Merci Olivier. Merci. À la semaine prochaine, justement, pour continuer ce dialogue avec le rôle des conseillers des Français de l'étranger et de nos relais au Parlement. On aura la chance d'avoir le sénateur Richard Young sur la ligne la semaine prochaine pour parler justement de comment est-ce qu'on crée ce lien entre notre pays et le territoire. Tout ce qui nous unit, nous sommes l'Union Ouest Canada, tout ce qui nous unit, c'est notre culture, c'est notre langue, on le voit bien, on a ça en commun, et quand on va à l'étranger, comme tu disais Olivier, la politique et les petites batailles n'intéressent pas grand monde. Nos valeurs, elles sont claires, elles sont positionnées au centre, démocratiques, humanistes, européens. Et c'est pour des personnes qu'on vote en tant que conseiller des Français étrangers. Et on a le plaisir de vouloir vous représenter ici, dans le reste du Canada. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.